et messieurs, bonjour. Au nom de l'association malgache des anciens de l'ENA, je suis extrêmement ravi de vous souhaiter la bienvenue à l'IFM aujourd'hui pour cette conférence sur l'identité et la langue malgache. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux, tellement nombreux que, avec les mesures barrières qui sont encore applicables, on ne peut pas faire rentrer tout le monde dans la salle. Du coup, on a décidé, une fois n'est pas coutume, de commencer la conférence un peu plus tôt, de manière à ce que s'il y a des places qui se libèrent par la suite, on pourra faire entrer les gens qui sont encore dehors. Alors, comme je le disais, nous sommes extrêmement ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'IFM sur cette conférence qui s'inscrit dans le cycle Jodi, que vous connaissez certainement bien maintenant. En fait, la toute première conférence Jodi, Les jeunes ont des idées, s'est tenue justement dans ce même lieu, cette même salle, il y a tout juste un an, c'était en novembre 2019. C'était la toute première conférence Les jeunes ont des idées. Comme vous le savez, le concept vise donc à donner la parole à des jeunes qui, comme on l'a constaté, ont souvent beaucoup d'idées intéressantes à partager, mais qui n'ont pas autant d'opportunités que les adultes, que les personnes qui sont déjà un peu plus accomplies professionnellement pour pouvoir s'exprimer. Et donc, les conférences Jodi s'adressent à des jeunes, principalement, mais vous l'aurez compris, depuis cette année-là, on a ratissé vraiment très large. Et sur notre page Facebook, chaque jour, il y a toujours de nouveaux abonnés qui font que nos conférences, une fois publiées en ligne, ont un réel retentissement. Mais vous le prouvez aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes encore dans des conditions un peu particulières compte tenu de cette situation sanitaire mondiale qui risque de perdurer. Vous prouvez aujourd'hui qu'il est toujours mieux de se voir, d'assister en fait à des conférences, même si c'est bien de pouvoir les regarder par la suite aussi en ligne. Et donc, nous vous remercions chaleureusement, cher public, d'être venus si nombreux aujourd'hui pour assister à cette conférence. Je laisserai par la suite à notre modérateur le soin d'introduire le thème. Je me contenterai juste donc de faire les remerciements d'usage. Remerciements tout d'abord à l'endroit de l'IFM qui est notre hôte d'aujourd'hui et avec qui nous avons un partenariat bien établi depuis des années. Remerciements également à l'ambassade de France qui nous soutient financièrement et aussi parfois techniquement et donc qui nous appuie dans l'organisation de toutes nos activités, parmi lesquelles cette conférence d'aujourd'hui. Nous remercions également les panélistes d'aujourd'hui. Notre modérateur va les introduire. Je sais qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé le thème d'aujourd'hui, parce que pour la petite histoire, vous le savez peut-être, cette conférence était prévue se tenir déjà au mois de mars. Et avec l'application de l'urgence sanitaire, c'était la toute première semaine, on a dû l'annuler, la repousser, jusqu'à ce que l'on puisse enfin tenir cette conférence aujourd'hui. Donc nous les remercions vivement pour le travail qu'ils ont accompli pour aboutir à la séance d'aujourd'hui. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de recherches et que malgré leur jeune âge, ils ont beaucoup de choses à nous partager aujourd'hui. Ils vont exposer leur point de vue et après, tout le monde dans la salle aura l'opportunité d'en débattre avec eux après. Mais cela aussi, je laisse le soin à notre maître de cérémonie, à M. Tsirou, le soin donc d'introduire le thème et de vous mettre dans l'ambiance. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne conférence. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à l'Institut français de Madagascar. Nous sommes réunis aujourd'hui pour assister à la 4e conférence du cycle de conférences Jodi organisée par l'AENA. Afin de garantir au bon déroulement de cette conférence, je vous prie, mesdames et messieurs, de toujours respecter les gestes barrières,
Tant que vous serez dans la salle, portez toujours votre masque. Je vous remercie. Notre conférence d'aujourd'hui sera divisée en 3 parties. Dans un premier temps, nos panélistes interviendront chacun sur leurs sous-thèmes respectifs. S'ensuit, dans la deuxième partie, place à vous, très cher public, de prendre la parole en partageant vos idées, vos impressions, vos expériences. Nous allons terminer cette conférence par une série de questions-réponses. Ils sont jeunes, ils ont des idées, et aujourd'hui, ils vont mettre corps à leur courage et leur volonté pour nous parler d'un sujet très méprisé. Ils nous viennent des clubs de débat et d'éloquence pour nous véhiculer leurs idées avec prestance. Langue et identité malagasy face aux cultures étrangères, quelle perspective? Tel est le thème de notre conférence en cet après-midi. Nos panélistes méritent d'être introduits avec les plus nobles des présentations. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre premier panéliste. Il s'appelle Stéphane, il vient de l'ISCAM et il est membre du club Métroman. Stéphane est un jeune malagasy grec de 18 ans. Plein d'ambition, il souhaite prouver que l'on peut bien réussir en restant à Madagascar, avec pour thème l'authenticité malagasy, une identité qui évolue. Il veut aujourd'hui nous convaincre que la société et les codes qui changent ne sont pas des choses contre lesquelles il faut lutter, mais plutôt une occasion à profiter. Alors, sans plus tarder, je l'invite à se lever pour nous parler de ces idées avec vos applaudissements les plus chaleureux, mesdames et messieurs, Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc ici pour parler de la langue et de l'identité malagasy face aux cultures étrangères et des perspectives que cela nous ouvre. J'ai donc décidé d'aborder ce thème à travers celui-ci, l'authenticité malagasy, une identité qui, selon moi, évolue. Mais tout d'abord, lorsque l'on parle d'authenticité malagasy, on se doit de parler d'un pays, Madagascar, la 5e plus grande île de l'océan Indien. Je présume que tout le monde sait où ça se trouve, normalement. Nous sommes 32 millions d'habitants et nous possédons une diaspora de quelques dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'authenticité? Comment être authentique? Cela va être le centre de ma présentation. Être authentique, selon cette courte définition, c'est s'accepter, s'aimer et s'assumer avec responsabilité face à soi et aux autres. Cette définition-là sera importante pour toute la suite de ma présentation. Nous avons ici un exemple même de ce que nous disons dans la vie de tous les jours, un dilemme pour savoir est-ce authentique ou non. Généralement, lorsqu'on achète des produits, particulièrement en Afrique et en Asie, nous avons cette question en tête. Est-ce authentique? Ou comme on dit régulièrement, vrai veillou. Mais là, j'ai décidé volontairement de vous présenter 2 produits très similaires. L'une est, comme vous avez pu le remarquer, l'une est authentique et l'autre ne l'est pas. Ces 2 produits, à première vue, sont similaires. Mais qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui fait que l'un soit authentique et l'autre ne l'est pas? Le premier produit va totalement s'assumer. Le premier produit va revendiquer sa marque, tandis que le deuxième va se contenter de copier quelque chose de réel, quelque chose de vrai, une vraie marque. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que même si l'autre marque, la marque qui produit le faux produit, va faire pour ressembler au vrai produit, sera-t-elle authentique? Comme on l'a vu précédemment, il faut donc s'assumer. Mais le fait de tenter d'imiter quelque chose d'authentique ne fera pas de nous un produit authentique ou une personne authentique. Continuons sur cela. Nous avons ici un t-shirt blanc, normal, sans grand intérêt, on va dire. Mais qu'est-ce qui le rend différent? C'est ce petit logo à gauche de la marque Lacoste ici, qui va en faire son identité, qui va revendiquer son identité. On est d'accord pour dire que ce t-shirt-là est authentique. Continuons. Un autre t-shirt, presque identique au premier,
d'une autre marque. Elle revendique sa marque Hugo Boss. Cet autre t-shirt est également authentique. Les deux t-shirts se ressemblent, mais ils sont tous deux identiques et ils ont tous deux une identité différente. Continuons toujours sur cette explication-là. Une marque de voiture, Lamborghini. Tout le monde la reconnaît, les passionnés de voitures, une marque de luxe, de prestance. On est d'accord pour dire que cette voiture est authentique. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que lorsque l'on regarde dans le passé de cette marque, est-ce que ce tracteur Lamborghini est tout aussi authentique? Vous m'accorderez que oui. Et la voiture également est authentique. Donc on peut voir que l'identité d'une marque, que l'identité d'une personne peut évoluer et doit évoluer au cours du temps. Ce n'est donc pas l'aspect extérieur ou bien ce que l'on représente aujourd'hui qui va fixer notre identité tout au long de notre existence. Et là, voici un autre exemple. On est plus concret, on est dans le cas des Malagasy lors de la célébration en 2019 d'une victoire des Baréas dans les rues. Regardez bien cette image et comparez-la à celle-ci. La célébration 60 ans auparavant de l'indépendance. Toujours les mêmes Malagasy dans le même pays, dans la même ville, mais pour autant, les deux photos ont très peu de similarités. Mais je vais vous demander, est-ce que les Malagasy que l'on a vus précédemment en 2019 sont moins authentiques que les Malagasy que l'on voit actuellement sur cette photo? Je ne le pense pas. Continuons. Les femmes Malagasy d'aujourd'hui. Les femmes Malagasy d'hier. Il y a une grande différence, mais pour autant, elles sont toutes authentiques, elles sont toutes Malagasy. Personne ne peut nier cela. Donc, faisons une petite pause dans ces premières explications qui vont vous paraître peut-être un peu confuses. On a vu les deux chaussures. Qu'est-ce que ces deux chaussures-là nous ont appris? Ces deux chaussures-là nous ont appris que pour être authentique, il ne faut pas tenter de ressembler à quelque chose d'authentique. Il faut pleinement s'assumer. Que nous ont appris les deux t-shirts? Malgré le fait que l'on se ressemble, on peut avoir chacun son identité propre tant que l'on assume. Et que nous a appris la voiture? Elle nous a appris que notre identité peut évoluer au cours du temps, mais que cette identité qui évolue ne nous enlève en rien notre authenticité. Nous avons pu voir les exemples via ces célébrations-là. Les gens se transforment. Les coutumes changent. Nous changeons tous. Le monde dans lequel on vit change, mais pour autant, nous restons authentiques. Et la question se pose donc, pourquoi change-t-on? Pourquoi changeons-nous? Qu'est-ce qui fait que la société d'il y a 60 ans ne ressemble pas à la société d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? À cette question difficile, je vais vous donner une réponse simple. La vie continue, la vie évolue, l'histoire poursuit son cours. Et au fur et à mesure qu'il y a eu des événements dans notre histoire, chaque événement important de notre passé va faire notre futur et notre présent. À chaque moment, à chaque fois que quelqu'un va effectuer quelque chose, il y aura un impact pour le passé. Et pour le futur, excusez-moi. Mais donc, on peut aboutir à cela que l'identité Malagasy est une identité qui évolue. Mais qu'est-ce qu'on peut en déduire? Selon moi, le changement et l'évolution sont des signes de vie. Pourquoi je dis ça? Car tout être vivant va évoluer. Tout être vivant va s'adapter à son monde. Et le monde ne va cesser de se transformer. Le monde ne va cesser de changer. À l'exemple de cette image-là, en 2019, toujours la victoire des Baréas, un événement quasiment connu, un événement légendaire, on va dire. Je vois cette photo. On voit cette photo. Lorsque l'on regarde cette photo, on voit l'équipe nationale de football. Mais pourtant, cette équipe-là, est-ce un sport traditionnel? Sont-ils habillés de façon traditionnelle? Ont-ils des instruments traditionnels? Non, je ne pense pas sur cette photo-là. Également, parlent-ils tous Malagasy? Non, je ne pense pas. Mais pourtant, ils sont tous Malagasy. C'est ça les Malagasy d'aujourd'hui. C'est ça notre identité d'aujourd'hui. C'est une identité multiculturelle. Nous avons plusieurs Malagasy, nous parlons plusieurs langues. Mais pourtant, nous avons tous cette même identité-là, cette identité Malagasy. Et d'ailleurs, il y a une page sur Facebook que j'apprécie. Tu sais que tu es Malagasy quand? Par exemple, tu sais que tu es Malagasy quand tu sais ce que c'est le bonbon anglais. Tu sais que tu es Malagasy quand tu sais que tu peux attendre Paul mais que jamais il va arriver. Et également, je vais vous demander,
Tu sais que tu es malagasy quand tu connais le rapport entre ça et ça. Et oui, ce sont ces éléments-là qui font que nous sommes malagasy aujourd'hui. Nous nous reconnaissons à travers cela. Pourtant, ces éléments-là ne font pas partie de notre passé. Demandez ça à nos parents, très peu d'entre eux connaîtront. À nos grands-parents, laissez tomber. Mais pour autant, nous sommes tous malagasy. Mais chaque génération va revendiquer son identité qui est propre à elle. Car nous ne vivons pas dans le même monde. Nos grands-parents ont vécu un autre monde. Nos parents ont vécu un autre monde, une autre vie. Et nous également. Nous devons donc tracer notre identité. Et comme je le disais plus tôt dans mon explication, ce n'est pas en imitant quelque chose que l'on croit être authentique que l'on sera authentique. D'où la paire de chaussures. Ce n'est pas parce que notre société s'occidentalise que nous perdons notre identité malagasy. Nous pouvons assumer notre identité malagasy en ayant l'air un peu plus occidentalisé. Ce n'est pas parce que notre identité a changé, comme Lamborghini qui est passé d'un tracteur à une belle voiture, que l'on a perdu notre authenticité. Il est vrai, le monde apporte beaucoup à Madagascar. La culture étrangère a beaucoup imprégné nos sociétés, mais dans quelques rares cas, mais beaux cas, la culture malgache peut déteindre sur les cultures étrangères. Et cette photo le résume bien. Une chanteuse qui a aucune origine malgache, mais qui adopte pourtant une coupe malgache. Et c'est cela. Lorsque l'on voit cela, c'est comme lorsqu'on voit un reportage sur les maquis. On appelle toute sa famille, on se dit « Regardez sur TF1, regardez sur ça ». On a eu ça. Et c'est cette identité-là. Tant qu'on assume pleinement notre identité, nous sommes malagasy. Car qu'est-ce qui fait l'identité malagasy? C'est vous, c'est nous, c'est moi. Nous sommes les malagasy, nous faisons notre identité. Ce n'est pas parce que nous ne ressemblons pas à nos parents, ce n'est pas parce que l'on ne ressemble pas à nos grands-parents que nous ne sommes pas malagasy ou que nous sommes moins malagasy qu'eux. Ce n'est pas parce que je parle français ici devant vous que je ne suis pas malagasy aussi. C'est ça la beauté de notre identité aujourd'hui qui évolue. L'influence des cultures étrangères sur notre identité malagasy va être bénéfique, va faire la beauté et la richesse de notre nouvelle identité. Et pour abréger et finir ce thème, je voulais vous faire une citation, un wabulan. Timi siarina fanirei echa arnirei tanjazan. Chose dont on ne peut se défaire. D'un côté sa ceinture, de l'autre la terre des ancêtres. Merci à tous et à tous de votre attention. Nous remercions Stéphane pour son intervention qui a été à la fois très captivante, convaincante et innovante. Il a su nous présenter sous un autre angle de vue le principe de l'authenticité malagasy. L'identité va de pair avec l'évolution. La concurrence est rude entre les cultures. Perdre son identité est toujours une crainte pour une nation. Mais pour Stéphane, la culture malagasy survivra grâce à l'authenticité malagasy, même avec la montée florissante de la mondialisation. J'espère que son intervention nous encourage à nous accepter nous-mêmes afin que nous assumions notre histoire pour que cela serait un moteur de développement et non un frein au progrès et à l'évolution. Poursuivons avec notre prochaine panéliste, héroïne de tous les jours. Sa voix retentisse dans les salles de cours. En cet mercredi après-midi où les élèves n'ont pas cours, elle est venue nous composer sa plus belle mélodie pour nous présenter une intervention inédite. Elle s'appelle Yasmine Sonia. Elle représente le club d'éloquence de l'ENS Antananarivo, passionnée de langue. Elle a fait des études de lettres anglaises et enseigne cette discipline depuis quelques années déjà. Sonia a grandi dans un climat de diversité culturelle. C'est pourquoi qu'elle va nous parler de la pluralité linguistique et culturelle à Madagascar, en tant qu'atout à promouvoir et non un fléau à combattre. L'inclusion des personnes non-voyantes est une cause qui lui tient à cœur. Elle a déjà effectué une sensibilisation à ce sujet durant le Jodi Solo et elle ambitionne un jour créer une association pour œuvrer dans ce domaine. Nous lui souhaitons d'y parvenir. Je l'invite à prendre la parole. Merci de l'applaudir. Alors, merci à Tyr de m'avoir donné la parole.
Ok, donc bonjour à tous. Comme le modérateur l'a déjà dit tout à l'heure, je m'appelle Yasmine Sonia et je suis extrêmement ravie de participer à ce cycle de conférences. Je tiens à remercier l'AENA et l'IFM pour avoir permis la réalisation de cette conférence. Le thème que je vais aborder est le suivant: la pluralité linguistique et culturelle, un atout à promouvoir et non un fléau à combattre. Mon intervention est surtout basée sur une vision anthropologique et sociolinguistique. Si je vous dis mondialisation, globalisation, interdépendance planétaire, relations internationales, vous vous dites sans doute que ce sont tous des phénomènes qui font partie intégrante de notre époque d'aujourd'hui. Dans un monde où tout est globalisé, la question de la singularité et de l'identité de chaque société devient alors une véritable question de réflexion, et tenir la singularité de sa société devient un véritable défi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons d'abord la définition de ces deux notions, la pluralité linguistique et la pluralité culturelle. Qu'est-ce que c'est ? La pluralité linguistique, selon une définition du linguiste Claude Aguège, signifie la coexistence de plusieurs langues dans un espace géographique ou politique donné. Et comme la langue et la culture sont interdépendantes et inséparables, la langue est véhicule de culture et la culture véhicule également la langue. Cette pluralité linguistique est toujours associée à une pluralité culturelle qui, elle, désigne la présence de différentes cultures au sein d'une société. Madagascar est un pays qui n'est pas du tout avare en termes d'ouverture aux cultures étrangères. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la pluralité linguistique et la diversité culturelle ne sont pas aussi récents à Madagascar. Déjà, Madagascar connaît une très grande richesse culturelle, une diversité culturelle au niveau national, avec ses 18 ethnies composées de cultures différentes et de variétés dialectaux différentes. En plus de ça, Madagascar a déjà connu le plurilinguisme depuis l'arrivée des premiers explorateurs, à savoir les peuples d'Asie orientale qui sont venus à Madagascar avec leur langue malayo-polynésienne et leur culture. C'est donc la source de notre langue malgache. Après cela sont arrivés les Africains avec la langue swahili et le bantou. Après sont arrivés les Arabes. Après cela, il y a eu également la campagne d'évangélisation faite par les Français et les Anglais au XVIIe et au XVIe siècle. Après cela, comme nous le savons tous, il y a eu la colonisation française entre 1896 et 1960, qui a favorisé donc le plurilinguisme, l'entrée de la langue anglaise et de la langue française à Madagascar. Après cela, l'ouverture aux langues et cultures étrangères a encore été renforcée par les différents régimes qui se sont succédés dans le pays. Comme vous le savez, à Madagascar, on a tendance à changer de politique linguistique selon le changement de régime. Voyons donc quelles sont les langues en présence à Madagascar. Premièrement, la langue malgache. Elle constitue une langue maternelle pour 95% des habitants de Madagascar. Elle constitue également une langue nationale avec toutes ses variétés dialectaux ou bien dialectes, et constitue également la langue officielle de notre pays. En deuxième position, comme langue officielle, nous avons également le français. Une troisième langue la plus utilisée à Madagascar, c'est la langue anglaise, qui a déjà été promue comme troisième langue officielle durant le régime de Marc Ravalomanana, mais qui a repris son statut de langue étrangère après la fin du régime. À cela s'ajoutent diverses langues étrangères, comme vous le voyez là avec les drapeaux, la langue allemande, le coréen, le mandarin et le japonais.
Donc, je tiens à dire que cette liste n'est pas exhaustive. Il y a encore beaucoup d'autres langues étrangères qui sont en présence à Madagascar, comme par exemple la langue comorienne qui est assez dominante dans la région de Majunga. Également, les langues arabes. Alors, si la pluralité linguistique et la diversité culturelle font partie intégrante de la vie de notre pays, pourquoi alors cette réticence face à la pluralité linguistique et culturelle à Madagascar? Je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà vu cette photo qui a fait le buzz déjà sur les réseaux sociaux. Je l'ai prise pour illustrer ce qui se passe dans la mentalité de certaines citoyens malgaches. Vous voyez là la culture étrangère, le citoyen malgache et la culture malgache. On a tendance à penser que quand un jeune malgache s'intéresse à la culture étrangère, par exemple, ça signifie une trahison ou bien une perte d'identité. Pourquoi ce n'est pas le cas? Je rejoins le point de vue du précédent panéliste Stéphane tout à l'heure pour dire que la culture et l'identité est un phénomène qui évolue. Une autre chose qui a fait énormément de débats, c'est le versus entre termes malagasy et malgache. J'ai choisi d'utiliser durant toute mon intervention le terme malgache puisque je m'exprime en français donc. En effet, nous avons ce qu'on appelle représentation linguistique. Une représentation linguistique, donc, c'est l'attitude qu'on adopte en face d'une langue, concernant une langue donnée. Et on a tendance, une partie de la population malgache pense que le terme, l'appellation malgache, est un terme péjoratif donné par la population de l'ancienne métropole aux habitants de Madagascar. Et pourtant, jusqu'ici, on n'a pas encore de preuves comme quoi ce terme est fait d'une volonté de péjoration, comme par exemple, nous avons l'appellation des Indiens chouars, appelé par les Espagnols jibaros, qui signifie paysan ou campagnard. Là, par exemple, on peut affirmer qu'il y a une volonté de péjoration. Mais jusqu'ici, dans le terme malgache, il n'y a pas encore de preuve comme quoi c'est un terme péjoratif pour indiquer les malgaches. C'est juste une équivalence du terme malagasy dans la langue française. Pourquoi promouvoir la pluralité? Premièrement, on a l'unité dans la diversité. Deux termes qui semblent un peu contradictoires, unité de l'autre et diversité de l'autre. Comment on peut aboutir à cela? En effet, notre situation nationale illustre déjà bien cette unité dans la diversité puisque nous avons énormément de dialectes à Madagascar et nous avons également deux aspects de cultures différentes. Et pourtant, nous sommes toujours homogènes, unifiés quand même, nous préservons notre unité. Tout ça pour dire que on peut être unis dans la diversité et apprendre à cohabiter donc au sein de cette diversité-là. Deuxième raison pourquoi promouvoir la pluralité, c'est la compétence interculturelle. Les anthropologues ont pu prouver que connaître la culture d'autrui, c'est le comprendre. Connaître et être en contact avec une autre culture que la nôtre élargit nos horizons et nous apprend à mieux vivre et cohabiter avec nos semblables et donc à vivre en harmonie auprès de l'humanité. Troisième raison, pourquoi promouvoir la pluralité? Pour la reconsidération de son système culturel. Pourquoi reconsidérer son système culturel? Le système culturel, donc, n'est pas toujours quelque chose de statique. Nous voyons ici, par exemple, en Chine, l'ancienne Chine qui a effectué la tradition des pieds bandés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler.
C'est une pratique qui consiste donc à bander les pieds des jeunes filles pour que la taille de leurs pieds donc diminue, puisque les petits pieds étaient synonymes de féminité et de beauté à l'époque en Chine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Deuxièmement, la mutilation génitale féminine en Afrique. 200 millions de jeunes filles ont éprouvé la mutilation génitale féminine, donc une pratique qui était partie de la tradition et de la coutume en Afrique, mais qu'on a pu abolir donc grâce aux échanges interculturels, donc à la remise en question des Africains de cet aspect de la culture, comme quoi c'est néfaste pour les jeunes filles et dangereux pour la santé. La scolarisation des filles à Madagascar. Madagascar, dans l'ancienne époque, était un pays où on privilégiait plutôt les garçons dans la scolarisation plutôt que les filles. On pensait que les jeunes filles, la place des jeunes filles était faire le ménage, nettoyer, prendre soin des enfants. Au lieu de ça, on a pu donc avancer beaucoup plus dans la scolarisation des filles grâce aux échanges culturels, comment on a vu, comment dans les pays étrangers, les femmes pouvaient avoir des rôles importants, beaucoup plus qu'un rôle dans le ménage. Pourquoi promouvoir la pluralité? Quatrième raison. Le 21 mai a été proclamé par l'UNESCO comme Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Pourquoi? Parce que l'UNESCO estime que la promotion de la diversité culturelle et de la pluralité constitue un levier pour le développement de tout pays et qu'il ne faut pas négliger cet aspect, qu'il ne faut pas lutter contre la diversité, il faut au contraire essayer de la promouvoir. D'autres raisons encore, puisqu'il y en a beaucoup, de pourquoi promouvoir la pluralité. La croissance économique. Pluralité linguistique et culturelle et pluralité concernant, la pluralité des langues et pluralité des cultures signifie croissance économique. C'est synonyme de croissance économique. Pourquoi? Parce que, selon l'UNESCO, on peut exploiter cette pluralité donc selon les besoins d'un pays. Par exemple, nous avons le domaine du tourisme qui est très favorisé à Madagascar. Cela ne peut marcher sans la pluralité linguistique et culturelle. Interdépendance planétaire. Que nous le voulions ou non, nous devons interagir avec les autres pays. La planète est dans une époque où l'interdépendance gouverne et donc on ne peut pas échapper au contact avec les pays qui signifie contact avec les pays signifie équivalent contact avec les langues et les cultures de ce pays. Réalité et besoins du pays. Madagascar a besoin de cette pluralité pour bien fonctionner. Pourquoi? Par exemple, notre langue malgache, elle n'est pas encore tout à fait équipée, donc, par exemple, pour faire des conférences dans le domaine scientifique ou dans le domaine de l'informatique. Nous manquons de terminologie, de lexique, donc nous avons besoin de langues étrangères comme le français ou de l'anglais pour aborder ces sujets-là ou les étudier dans le domaine de l'enseignement supérieur. Comment exploiter la pluralité alors? Premièrement, renforcement de l'ancrage identitaire. Quand on sait qui on est, on n'a pas peur des cultures étrangères, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure. Il faut donc renforcer l'ancrage identitaire des jeunes malgaches depuis l'enseignement. Il faut favoriser la culture malgache plutôt que les cultures et langues étrangères. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On pourrait par exemple, c'est une suggestion, donc par exemple, on pourrait promouvoir le fait de fêter le Nouvel An malgache autant aussi bruyamment que le Nouvel An occidentaux. La planification linguistique, c'est ce qu'il nous faut à Madagascar. Planification linguistique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faudrait qu'on équipe notre langue de lexique utile et moderne
par exemple dans le domaine de l'informatique, dans les domaines scientifiques, pour ne plus avoir recours aux autres langues, pour que le recours au vocabulaire des langues étrangères soit une alternative et non pas la seule issue. Troisièmement, l'attitude gagnant-gagnant. Nous avons tendance à nous victimiser, à penser que nous sommes toujours dominés par les cultures étrangères. Il faut donc essayer de voir positif qu'est-ce que ces cultures et ces langues peuvent nous apporter, au lieu de se focaliser en tant que victime tout simplement. Je finirai mon intervention par cette citation de l'UNESCO: « La diversité culturelle est une force motrice du développement et un atout indispensable pour atténuer la pauvreté et parvenir au développement durable. » Merci beaucoup. Nous remercions Sonia de son intervention qui a été à la fois très authentique, pédagogique et ludique. Elle nous a bien fait comprendre que la diversité linguistique et culturelle peut être source d'une grande richesse pour celui qui veut bien s'y ouvrir et l'accepter. Au lieu d'être réticent face à la pluralité linguistique et culturelle à Madagascar, Sonia insiste sur sa promotion. J'espère que son intervention est source d'union et non de division. Nous allons maintenant poursuivre avec notre prochain panéliste. Il s'appelle Jonathan. Être l'acteur du développement de sa nation est sa plus grande ambition. Fervent nationaliste, il est à la fois juriste, publiciste et économiste. Il nous vient du club Prométhée de l'UCM et aujourd'hui, il usera de ces mots pour son thème. Croyant aux atouts de la population malagasy, il a choisi de nous parler du cosmopolitisme au détriment du vita malagasy. Je lui cède tout de suite la parole. Merci de l'applaudir. Auguste Assemblée, mes salutations. En relatant ce thème choisi par nos soins, qui, je le réitère, concerne les perspectives de la langue et identité malagasy face aux cultures étrangères, j'ai fait le choix de soutenir une thèse fondée sur un sous-thème qui est un cosmopolitisme au détriment du vita malagasy. Je ne peux me voiler la face en disant que je ne veux pas toucher la corde sensible, car oui, mon but étant de faire état d'une situation fort regrettable pour celles et ceux qui s'évertuent, chacun à leur manière, de redorer le blason de notre chère patrie. Que l'on ne s'y méprenne, ceci n'est pas un mouvement pour le réveil du patriotisme qui, je l'espère, est enfoui en chacun de nous. Mais ceci est plus une conscientisation à ce que l'identité malagasy a à offrir. Pour ce faire, donc, j'ai opté pour deux parties complémentaires qui sont les enjeux du cosmopolitisme, puis les impacts du cosmopolitisme sur le vita malagasy. Je vous prierai donc de m'accorder votre attention et tiens déjà à m'excuser pour toute faute qui pourrait survenir lors de cette intervention. Place aux enjeux du cosmopolitisme. Qu'entend-on par cosmopolitisme ? Étymologiquement, cosmopolitisme vient du grec cosmopolité, incluant cosmos ou l'univers, et polité, voulant dire citoyen. Le cosmopolitisme reflète donc l'attribut de celui ou bien de celle qui se considère être citoyen de l'univers. Ce dernier ou bien cette dernière se veut donc être citoyen d'une diversité d'horizons. Citoyen d'horizons différentes, certes, mais qui ne peut se défaire, disons, la plupart du temps de sa culture d'origine et n'arrive pas à se détacher de ses racines, notamment en matière de savoir-faire. Et c'est de là que certaines difficultés peuvent se poser. Par exemple, l'immigration massive de la population chinoise à travers l'Afrique
a fait que l'Éthiopie soit sous l'égide des industriels chinois en matière de textile et commence à s'imprégner de leur façon de faire, quitte à délaisser leur identité propre. De là, une question peut prendre place dans notre esprit. Comment se manifeste le cosmopolitisme à Madagascar? Déjà, dans son origine, la population malagasy est issue de plusieurs cultures, de plusieurs langues, de plusieurs races, d'où l'existence d'une différence plus ou moins marquée au sein de ces ethnies, au sein de ces régions. Mais pour autant, l'ensemble de cette population a des traits et des valeurs communs qui tentent à l'émanciper de cette qualification de cosmopolite. Par exemple, la promotion de son savoir-faire. À travers son savoir-faire, cette population, à première vue assez disparate, ne veut qu'une chose, démontrer de son appartenance à une seule et même communauté, la communauté malagasy. Toutefois, la mondialisation a fait que le cosmopolitisme s'est répandu au sein du pays. Une diversité de minorités voit alors le jour à travers l'île. La première minorité issue de la colonisation est celle des ressortissants français. Puis s'en vient la minorité d'indo-pakistanais, puissance économique au sein de notre pays. Une minorité chinoise, puissance commerciale et industrielle, et bien d'autres minorités qui ont trouvé refuge sur la grande île, mais ce sont surtout ces trois nationalités qui se démarquent comme étant des grandes puissances démographiques et financières en son sein. En termes d'enjeux, donc, ces acteurs cosmopolites imposent et font propager leur culture, leur religion, leur façon de vivre, et voire même leur savoir-faire. En un sens, il ne s'agit pas de dénigrer l'échange culturel, mais la façon dont elle se manifeste doit suivre une certaine ligne pour ne pas causer du tort aux cultures propres du pays, à l'identité même de ce pays. C'est sur ces réflexions que cette première partie se clôt alors, et il est temps d'aborder la seconde partie sur les liens entre cosmopolitisme et Vita Malagasy. Dans ce dessin, alors, abordons les impacts du cosmopolitisme sur le Vita Malagasy. Ici est tout d'abord de poser la question qui suit. Que recouvre le Vita Malagasy? Est-ce juste ces produits labellisés Vita Malagasy, ces œuvres d'art qui sont si soignées au premier abord, mais qui sont tout aussi difficiles d'accès en termes de prix pour les Malagasy lambda? Est-ce ces courants d'idées novateurs apportés par ces jeunes Malagasy si enthousiastes? La réponse est oui. Le Vita Malagasy revêt toutes ces facettes et bien plus. Le Vita Malagasy s'immisce dans plusieurs secteurs clés comme l'agroalimentaire, le textile ou l'industrie, mais aussi et surtout en termes de culture propre à notre pays, comme notre musique, l'art, l'usage de la langue à travers la littérature ou bien la poésie. Alors, pour étaler mes propos, mon dévolu s'est tourné vers l'artisanat malagasy, qui s'avère être une marque de fabrique de Madagascar. Mon choix s'est porté sur une réflexion. Est-ce que nous, jeunes Malagasy d'aujourd'hui, premiers consommateurs de ce qui est à la mode, de ce qui suit la tendance, nous nous sommes déjà posé la question de combien de temps, de combien d'énergie un artisan malagasy consacrait-il à la confection des sacs bandoulières en raffia qui font partie de la mode aujourd'hui? Car oui, l'artisanat malagasy reflète un travail de dur labeur qui, souvent, n'est pas récompensé à sa juste valeur. Les revenus issus de l'artisanat sont maigres, si bien qu'ils ne constituent pas le principal source de revenus des artisans, mais surtout, ils jouent une place de second rôle pour arrondir leur fin de mois. L'artisanat malagasy revêt donc fièrement ce label de Vita Malagasy, exprimant allègrement
l'identité malagasy à travers lui et affirmons au mieux ce qu'être malagasy peut refléter. Et c'est sur ces quelques mots que je vais transiter vers la question d'appréhension des conséquences du cosmopolitisme sur le vita malagasy. Quels effets apporte le cosmopolitisme sur le vita malagasy? Disons-le franchement, le cosmopolitisme peut tout autant porter préjudice que soutien au vita malagasy. Les productions en masse de reproduction ou bien de contrefaçon qui sont vendues à des prix plus qu'alléchants par rapport aux originaux, le désintérêt des consommateurs au label Vita Malagasy, dû au fait qu'ils se fondent plus sur leur portefeuille, les techniques de vente et de marketing plus contemporaines, plus adéquates à la tendance actuelle apportée par cette population de ressortissants commerçants qui font paraître celle des commerçants du Vita Malagasy obsolètes. Ce sont là quelques aspects négatifs de la recrudescence du cosmopolitisme au sein du pays. Cela étant dit, le cosmopolitisme n'est pas la seule cause du déclin du Vita Malagasy, mais l'on peut le classifier parmi les premières. Prenons par exemple les contrefaçons fabriquées par la minorité chinoise commerçante établie au sein de la capitale. Ils élimineraient presque à elles seules des marchés locaux d'art à Malagasy. Pourtant, ne l'oublions pas, c'est aussi ce cosmopolitisme qui fait tourner les devises plus importantes au sein du commerce d'art malagasy. Par exemple, dû au fait que les ressortissants étrangers sont les plus attirés par ces œuvres, plus même que la plupart des Malagasy de naissance, mais aussi le fait que c'est ce même cosmopolitisme ou suite à ses conséquences que des portes s'ouvrent vers les marchés étrangers profitables à l'économie nationale. Autant d'inconvénients que d'avantages à tirer du cosmopolitisme. Quelles perspectives seraient alors les mieux adaptées? Parler des perspectives n'émet pas l'hypothèse d'une éradication totale de la production non malagasy. Bien sûr que non. Ce serait donner place à des initiatives extrêmes et non bénéfiques au pays. Ces perspectives se traduiraient surtout en 2 points. En premier lieu, une conscientisation massive de la population, surtout pour la jeunesse, base démographique de Madagascar, conscientisation dans laquelle l'État ou les institutions étatiques et les médias nationaux y joueraient un rôle prépondérant. En second lieu, il faudrait revoir les bases via des formations consacrées aux commerçants du Vita Malagasy afin qu'ils adoptent les bonnes manières, les bonnes façons, suivant les époques et les tendances en matière de vente. Par exemple, l'usage des réseaux sociaux qui contribuerait à une plus grande visibilité. En définitive, l'optimal serait de trouver l'équilibre entre l'apport du cosmopolitisme et du Vita Malagasy, mais pour autant, ce n'est pas pour démoraliser certains fervents nationalistes, car déjà, l'intérêt porté par cette auguste assemblée si consciencieuse témoigne de l'importance que nous, Malagasy, nous ayons pour notre identité et remercions-nous pour cela. Et je termine ma présentation sur ces quelques mots. Je vous remercie. Nous remercions Jonathan de son intervention qui a été à la fois très enrichissante, brillante et inspirante. Il a su nous dire d'une manière impeccable que le cosmopolitisme, certes issu d'une mondialisation prenant de plus en plus de place à Madagascar, est pourtant le plus souvent rattaché à certaines conséquences impactant sur notre identité, qui est le Vita Malagasy. J'espère que son intervention nous incite à promouvoir le Vita Malagasy, une action qui contribue fortement au renforcement de notre identité et surtout au développement de notre nation. Nous allons maintenant accueillir notre dernière panéliste, connue pour avoir porté très haut le flambeau de Madagascar dans l'océan Indien,
Quand il s'agit de défendre les droits des enfants, elle prend toujours son courage à deux mains. Aline Rassoafar est une jeune femme pleine d'optimisme et d'espoir pour l'avenir de Madagascar. Amoureuse des relations internationales, son but, donner la place et la valeur que mérite Madagascar dans le concert des nations. Tombée sous le charme du slam et des livres depuis le lycée, c'est grâce à la culture qu'elle est devenue une femme passionnée. Quels sont les enjeux de la promotion de la culture dans les relations internationales ? Pour pouvoir répondre à cette question, Aline a pris sa plus belle plume pour nous déclarer sa flamme. Je vous demande de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, Aline. Enoara malagasy, malagasy be fivoarana, tsara haingo, tsara vatsy, tsara sampy, tsara anarana. Izato fihetsiketsika hoe, izato fomba mampiteny, ianao ny tena malagasy fa tsy reny Ntaolo reny. Randzazana mihoatra nous plonge dans une conscientisation de masse qui nous pousse à nous demander qui sommes-nous devenus, qu'avons-nous perdu, et malagasy makany, où allons-nous? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence qui va se focaliser sur la langue et culture malgache. Aujourd'hui, pour ma part, je vais développer devant vous la valorisation de la langue et identité de Madagascar à l'international et je vais vous prouver que grâce à cette valorisation, Madagascar peut sortir de la pauvreté. À Madagascar, il n'est plus inconnu que la majorité de prédominance étrangère, de langues comme de cultures existent beaucoup. Mais pourquoi est-ce que nous sommes plus intéressés par cette globalisation? Pourquoi sommes-nous convaincus que oui, les cultures étrangères ou les différentes langues étrangères sont des perspectives d'avenir pour Madagascar? Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord mettre en exergue que ce n'est pas seulement à Madagascar que ce phénomène de prédominance de culture et de langue étrangère existe. Ce prédominance existe dans presque tous les pays d'Afrique, les pays d'Amérique latine et aussi quelques pays d'Asie, et donc, pour résumer, dans la majorité des pays en développement. Donc, pourquoi perdons-nous cette racine qui est le nôtre? Pourquoi cette valorisation du Asnama malagas ne nous attire-t-elle plus autant que celui des étrangers? Une réponse qui est très simple. Pour les grandes puissances telles que la France, le Japon, les États-Unis d'Amérique ou l'Espagne, ils valorisent la culture et ils mettent ça sur le même plan que la politique au niveau international. Donc, pour eux, ils ont vraiment su savoir que la politique et la culture devraient aller de pair pour que cette culture puisse s'imposer dans des pays qui ne sont pas les leurs, mais qui puissent avoir de véritables influences sur d'autres pays. Donc, si Madagascar veut enfin cette émancipation politique, économique, sociale, la solution est de considérer que la culture est un vecteur de développement pour chacun d'entre nous. Alors, quels sont les atouts de Madagascar pour cette réalisation? Mes prédécesseurs vous ont déjà expliqué la valorisation du Vida malagas, mais moi, je vais plutôt me pencher d'aller vers les autres nations. Et donc, Madagascar a beaucoup d'atouts culturels, linguistiques, et ces atouts culturels et linguistiques ne devraient pas être une source de division au niveau national, mais au contraire, une source de développement au niveau international, comme par exemple le malgache. La langue malgache est la langue la plus parlée de l'océan Indien. Et donc, pour cela, il peut être une langue d'échange commercial dans l'océan Indien tout entier. Les rites et coutumes à Madagascar sont tellement nombreux que nous pouvons exploiter cela à travers des livres, des chansons, de danse qu'on pourrait exploiter au niveau international.
Mais comment accroître cette promotion de la langue malgache à l'étranger? Tout d'abord, l'État devrait avoir une politique culturelle de développement bien établie. Et le premier acteur de cette promotion n'est nul autre que l'État. Oui, je sais, la majorité d'entre vous sera réticente de confier à cette personne morale qu'est l'État le grand devoir de pouvoir promouvoir la culture nationale et surtout à l'international. Mais il ne faut surtout pas oublier que l'État a un devoir principal qui est de faire développer la nation aussi bien au niveau national qu'international. Ici, en parlant d'État, j'exhorte surtout le ministère de la Culture qui, dans le régime actuel, se dit être jaloux de la promotion de cette langue et de ces cultures. Mais aussi, j'accompagnerai le ministère des Affaires étrangères avec lui pour qu'il y ait plus de facilitation pour les produits artistiques, pour les artistes et les promoteurs culturels à l'étranger. La majorité de problèmes que Madagascar rencontre, c'est surtout un problème financier, c'est-à-dire que Madagascar a beaucoup de mal à faire cette promotion culturelle à l'étranger parce qu'il n'a pas de financement. Donc, ce que je demanderais au ministère, s'il n'a pas de financement pour les artistes, par exemple, c'est de faciliter au moins les dossiers dont ils ont besoin, premièrement, et ensuite faire un suivi à l'international de tous ces acteurs et promoteurs artistiques. Ensuite, ici, je fais appel à tous les États que Madagascar accueille à bras ouverts, que ce soit par les langues ou par leur culture, à une coopération équilibrée entre le pays, fondée sur le principe mutuel du droit international, comme l'institue l'article 1er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le fait est que Madagascar accueille énormément de gens et de cultures et de langues ici. Les Malgaches qui vont s'exporter ailleurs, eux aussi, ont le droit d'avoir ces mêmes privilèges et ces mêmes suivis qu'ils sont ici à Madagascar. Et bien entendu, il y a aussi l'appui des partenaires techniques et financiers sur la promotion de la langue malagasy et du Fita malagasy, qui est très importante. Valoriser la langue et la culture locale, artistique, va dans la ligne directrice soutenue par les conventions de l'UNESCO, sous l'accent du développement du contenu et l'expression culturelle locale. Donc, en résumé, toutes les forces en puissance devraient collaborer ensemble, comme par exemple les personnes morales publiques, privées, les sociétés civiles, les ambassadeurs culturels internationaux. Et j'aimerais m'attarder un peu plus sur ces ambassadeurs internationaux que nous avons. J'ai quelques listes de gens qui sont des ambassadeurs de Madagascar à l'étranger. Et j'aimerais juste ajouter que ce n'est qu'une liste très exhaustive. Il existe de nombreuses communautés qui se battent à l'international pour la promotion de la culture et de la langue malgache. J'ai commencé par le Baréa de Madagascar parce que je pense qu'on a tous eu cette fierté comme quoi nous faisons partie de Madagascar lorsqu'ils ont gagné en 2019 et même jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais entrer dans le vif du sujet avec deux grandes dames qui n'est plus autre que Esther Rangiamamound et Michel Rakutson. Esther Rangiamamound écrit en langue malgache, mais elle transporte tous ses livres à l'international. Michel Rakutson est un auteur francophone qui écrit la culture et la langue malgache. Elle écrit en français, mais elle raconte des histoires qui se passent à Madagascar. Toutes les deux ont reçu beaucoup de récompenses
lors de leur parcours d'écrivain. Ensuite, il y a Ante Salomon et Naas. Ante Salomon est une poétesse malgache. Aujourd'hui, elle enseigne la langue malgache à l'Île-de-France. Quant à Naas, elle est slameuse, elle est aussi poète, elle est engagée et elle s'est produite sur scène de Madagascar, La Réunion, Anjouan et les Comores. Dans le théâtre, il y a Felana Reza Fierson et Kat Ben Salem. Ces deux grands personnages se sont vraiment exportés et a vu presque toute l'Europe pour faire monter haut le flambeau de Madagascar. Ensuite, il y a Neve Ramamundisou et Jean-Luc Rarmanin. Ce sont des écrivains. Ils habitent à l'étranger, mais ils écrivent sur les histoires de Madagascar, notamment pour Neve Ramamundisou. Il écrit surtout sur la période royale qui s'est passée à Madagascar. Il habite au Canada. Il écrit en français et en anglais, mais il raconte la culture malgache. Ensuite, il y a Tagman Namgat. Il est slammer. Il a représenté Madagascar à la Coupe de France en 2010. Et je tiens à remarquer que lorsqu'un slammer, en fait, il part à Paris pour slammer. Le règlement pour le slam, c'est de slammer dans la langue natale. Donc, Tagman est allé là-bas, il a slamé en malgache, il est arrivé jusqu'en finale. Donc, il est arrivé à la 2e place. Mais à part ça, il a aussi fait le slam Coupe d'Afrique, Digislam, et il est déjà parti aussi en Suisse, La Réunion, la France, pour faire des performances de slam. Alors, Régis Gizav, c'était vraiment un personnage très important de la musique. Grâce à l'accordéon, il a travaillé avec beaucoup d'artistes internationaux et nationaux aussi. Il a vraiment fait monter haut le flambeau de Madagascar. Et il y a aussi Tigari. Tigari vient du sud et il est vraiment très célèbre aux États-Unis. Parfois, il vient à Madagascar pour faire des spectacles. La dernière fois, c'était à l'IFM, mais il habite aux États-Unis. Et lorsqu'il chante, en fait, avec la guitare, il chante vraiment en malgache et il utilise le dialecte du sud. Et je pense qu'on ne présente plus Jojo, le roi du Salig. Et Radir, lui, il est plutôt connu pour la valorisation du Vali à l'international. Ensuite, nous avons deux grands photographes qui n'est autre que Pierre Romain et Riza Soul, des stylistes qui ont vraiment leurs ateliers qui sont en France, en Suisse. Il y a, dans le monde du cinéma, ce sont 3 réalisateurs. Il y a Tuvniana Suanevu, Amniena et Louvanatenen. Ils sont vraiment très connus dans la mesure où ils ont été vraiment cités au Festival de Cannes, qui se trouve dans le Festival de Cannes. Mais aussi aux États-Unis. En fait, ils font leurs films en malgache, mais il y a des sous-titres en français ou en anglais. Et l'art culinaire, ce sont 2 chefs vraiment très très connus. Ils font des plats malagasy. Et l'artistique, je pense que tout le monde le connaît, l'artistique, lui, il a vraiment eu la Coupe du monde de la cuisine, c'était peut-être il y a 2 ans. Ensuite, les illustrateurs, je pense qu'on ne présente plus Pov qui est en bas. Lui, il s'émancipe plus au niveau de la francophonie. Et Sawyer Claude, Sawyer, si tu es là, désolé, j'ai pris ta photo de PDP. Sawyer, elle est plus dans la région en fait, anglophone. Elle est à l'Angleterre et en Amérique, en livre en Amérique. Et bien entendu, les derniers et non les moindres, les journalistes culturels. Nous savons tous à quel point une plume de journaliste peut changer le monde. Donc, je les ai mis vraiment en tant qu'ambassadeurs parce que ils font vraiment un travail surprenant et très délicat
comme une journaliste, Yul Daniel, a dit, c'est l'âme qui parle le plus lorsque ils écrivent, parce qu'ils sont obligés en fait d'interpréter ce que l'artiste veut savoir. Ensuite, pour la promotion de cette culture et de cette langue, il existe plusieurs festivals aussi à Madagascar, dont je vais citer la liste. Par exemple, il y a Amada Jazz, il y a le Slam National chaque année, les rencontres du film court, Nucibé Symphonie, il y a le festival Tonia et Somaroké à Nucibé, et le festival des baleines de Sainte-Marie, ainsi que les Libertalia. Libertalia, c'est plus pour la musique urbaine, en fait. C'est là qu'est sorti Christelle et The Dizzy Prince, qui véhiculent le rock, mais qui font aussi le tour du monde. Parfois, ils chantent en malgache et parfois, ils chantent en anglais, mais l'essentiel, c'est qu'ils véhiculent la culture de Madagascar. Et bien entendu, il y a les centres culturels tels que les bibliothèques nationales, municipales, les CLAC, l'Institut français de Madagascar, les Alliances françaises, le Cercle Germano-Malagasy, l'American Corner, la Teinturerie, Association des artistes, Irsar Galerie, le CRAM, la Musée de la photo et la Fondation WASH. Donc, toutes ces personnes, que ce soit des personnes privées ou des personnes morales, ils participent vraiment à cette promotion de la culture à l'international. Alors, en quoi est-ce que ces ambassadeurs, ces centres culturels et ces festivals peuvent aider Madagascar pour son développement? Alors, déjà, il est très clair que la balance commerciale de Madagascar est déficitaire, puisque nous importons plus que nous exportons, mais si nous exportons plus nos artistes, les produits artistiques, ainsi que les promoteurs culturels, cela peut vraiment changer la donne. Et ensuite, nous voyons aussi qu'il y a une véritable dégradation de l'ariard qui se trouve en ce moment, 1 euro est presque à 5 milliards aujourd'hui. Et donc, le fait est que nous soyons fameux à l'international peut attirer des devises qui serait un véritable souffle de vie pour la Banque centrale aujourd'hui. Et enfin, ils peuvent créer des emplois, que ce soit dans le tourisme culturel ou bien les porteurs de projets culturels ou au niveau de la traduction, c'est-à-dire que les jeunes qui étudient les langues étrangères telles que l'espagnol ou bien l'allemand ou l'anglais peuvent trouver du travail facilement pour enfin trouver cette souveraineté que nous exhortons depuis très très longtemps. Et souveraineté signifie indépendance économique, politique et sociale de Madagascar. C'est-à-dire que Madagascar sera enfin émancipé du joug étranger. Et pour finir, j'aimerais mettre en exergue cette citation de Che Guevara qui dit « La única lucha que se pierde es la que se abandona ». Donc n'abandonnons pas ce rêve comme quoi Madagascar peut avoir une place excellente dans le concert des nations. Merci de votre attention. Nous remercions Aline pour son intervention qui a été à la fois très informative, concise et intensive. Elle nous a montré, sans l'ombre d'une hésitation, que la culture tient une place importante dans le développement de notre nation. Elle a souligné également avec élégance et prestance que la promotion de notre langue et de nos cultures est importante si nous voulons une souveraineté effective.